Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Comme d'habitude, comme tous les vendredis avec Céline Alonso, sous les mannes du grand Charles de Gaulle et du non moins grand Chris Isaak, le générique de Eyes Wide Shut. Et aujourd'hui, on en reçoit un homme qui n'a jamais perdu le Nord. Et pour cause. Et oui, cet homme, peut-être que vous l'aurez deviné, il s'appelle Nicolas Vanier et il publie donc aujourd'hui Donne-moi des ailes chez XO Éditions. C'est un roman inspiré donc d'une histoire vraie et incroyable, André Berkoff, c'est celle de Christian Moulec, un ornithologue qui vole en ULM depuis plus de 24 ans avec des oiseaux, notamment avec des oies naines, une espèce menacée de disparition qu'il veut absolument réintroduire en Europe. Et c'est donc le propos de ce livre. Alors Nicolas Vanier, on vous connaît bien, vous avez fait des livres, des reportages, des films pour la télévision, pour le cinéma, et quand je dis que vous n'avez jamais perdu le Nord, les expéditions en Sibérie, l'Odyssée blanche dans le Grand Nord canadien, le corps aussi on peut dire, vous avez fait quand même des voyages assez extraordinaires et vous avez raconté tout cela, encore une fois par des mots, par des images, par des sons, et aujourd'hui, eh bien, vous allez vers cette formidable histoire quand même, ce roman Donne-moi des ailes, Nicolas Vanier, où vous racontez cet apprentissage, vous racontez en romançant, mais enfin c'est une histoire vraie. Racontez-nous comment c'est né cela. C'est né déjà de cette histoire vraie assez incroyable et invraisemblable, à un tel point d'ailleurs que personne n'y croyait, qui a été effectivement pour cet ornithologue, Christian Moulec, de tenter d'imprégner des oies et surtout d'essayer de les faire voler avec lui. Lui, c'est un ULM, comme engin volant, et une imprégnation de façon à ce que les oies puissent le suivre pour tenter de leur faire apprendre un nouvel itinéraire de migration qui soit différent de celle qu'elles suivent depuis des millénaires, car justement c'est ce qui a causé leur disparition, sachant que sur cet itinéraire millénaire de migration, il y a un certain nombre de dangers, des zones où des chasseurs tirent sur tout ce qui bouge, des villes où il y a une pollution lumineuse telle que la nuit les oiseaux se perdent, des villes où les oiseaux ne trouvent plus de zone pour pouvoir s'abriter, manger. Et donc son idée a été, étant donné que ces oiseaux ont un véritable GPS intégré, a été de leur faire de les faire voler donc sur un itinéraire très différent, sachant que les oies reprennent ensuite cet itinéraire. Donc je suis parti de cette histoire vraie pour écrire effectivement ce roman. Oui, parce qu'il faut dire que la migration n'est pas innée chez les oies, c'est ça en fait. Disons que c'est inné à partir du moment effectivement où c'est des oiseaux sauvages qui, avec leurs parents, apprennent mémorisent comme si elles avaient un GPS intégré l'itinéraire que leurs parents leur apprend. L'imprégnation, c'est justement de faire croire entre guillemets à des oiseaux que ses parents sont un humain, sachant que effectivement il y a un certain nombre d'animaux sur la planète qui considèrent que le premier être humain ou que le premier être vivant plutôt qu'ils voient, c'est leur papa ou leur maman. À partir du moment où vous avez des œufs d'oie, si la première personne qu'elle voit est un être humain, elle considère que vous êtes son père ou sa mère, et elles vont vous suivre partout, absolument partout. Pour qu'elles puissent suivre un ULM, il faut les habituer, entre autres, au bruit du moteur depuis leur plus jeune âge, c'est-à-dire même à l'intérieur de l'œuf, on leur fait écouter le bruit d'un moteur. Et à partir de là, effectivement, cette expérimentation que tout le monde jugeait assez invraisemblable a fonctionné. Et donc, Christian Moulec, que j'ai rencontré, avec lequel j'ai volé, y compris avec des oies, a pu effectivement, en partant de la Laponie, réapprendre à un groupe d'oies naines un nouvel itinéraire de migration. Et c'est donc à partir de cette base que j'ai construit cette histoire. Non, mais c'est extraordinaire parce que c'est une histoire de survie. C'est-à-dire qu'en fait, la voie millénaire était jonchée de dangers.
ça allait vers la disparition, effectivement, de ces... C'est le cas pour de très nombreuses espèces d'oiseaux et beaucoup d'oiseaux migrateurs, sachant qu'effectivement, l'urbanisation, le réchauffement climatique a asséché certaines zones, rendu invivables certaines zones à cause de la disparition notamment des insectes dont on parle beaucoup. On peut chiffrer, Nicolas Vanier, on sait combien d'espèces bien sûr, c'est 420 millions d'oiseaux qui ont disparu du ciel européen en moins de 30 ans. 420 millions. Oui, c'est un tiers des oiseaux qui, en l'occurrence en Europe, ont disparu, et surtout un accroissement exponentiel depuis quelques années qui font penser à certains ornithologues et scientifiques qu'on peut aller vers un printemps silencieux d'ici quelques années. Oui, au dire des experts, ce que vous racontez dans votre livre, il reste en fait 2 ans pour réagir, pour sauver ces espèces. Oui, ce qui est très alarmant, excessivement inquiétant, c'est qu'effectivement, il y a, pour enrayer un certain nombre de processus, pas simplement celui de la disparition des insectes et donc des oiseaux, le temps nous est compté. Et ce qui est incroyable, c'est de constater que tout le monde s'en fout royalement. On parle de beaucoup de sujets qui sont certes sans doute graves, mais pas aussi graves que ceux dont on parle justement là, ici. Oui, comme vous dites, le son des oiseaux, enfin la présence des oiseaux en plus. Imaginez, est-ce que nous pouvons imaginer une seconde qu'un prochain printemps, nous puissions nous réveiller sans le bruit des oiseaux? Oui, et aller à la campagne sans c'est cela, ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. C'est pire que le désert, enfin, c'est quelque chose de... Mais juste un mot, comment il se fait, parce que vous en racontez ça dans votre roman, comment il se fait qu'il a pu quand même, parce que vous dites effectivement, dans l'œuf, au sortir de l'œuf, il voit l'humain, il peut le voir comme papa et maman. Mais comment on dévie d'un trajet millénaire? C'est ça qui m'a fasciné. On ne dévie pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les oiseaux vous considèrent comme votre père et qu'ils suivent donc l'ULM, un oiseau considère que son lieu de naissance est l'endroit où il vole pour la première fois. Il faut bien comprendre ça. Donc à partir de là, les petits oies peuvent naître n'importe où, en France ou ailleurs. Vous les emmenez en Laponie, et là, vous vous envolez avec elles. Et à partir du moment où vous vous envolez, les oies, ça s'inscrit dans leur GPS intégré, c'est-à-dire que vous allez jusqu'en France, en traversant toute la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, la France. Vous arrivez là à l'automne, les oiseaux vont passer une certaine période et vont repartir ensuite vers la Laponie, seuls, en reprenant très exactement seul sans USM, l'itinéraire qu'elles auront suivi. Et l'idée, le projet d'ailleurs que nous allons essayer de développer au-delà du livre et du film qui va sortir à l'automne, c'est de pouvoir repartir effectivement avec un nombre suffisant d'oiseaux pour pouvoir sauver cette espèce qui est en voie de disparition. Et vous comptez partir avec une colonie de combien de Les scientifiques et ornithologues qui se sont penchés sur la question pensent qu'il faudrait repartir avec au moins 200 oiseaux pour pouvoir créer une population viable qui puisse se reproduire et qui vont donc reprendre ce nouvel itinéraire qu'on va leur apprendre. Ah oui, parce qu'en fait, le héros de votre livre, dans la vie réelle, donc lui, il avait organisé sa première migration, c'était en 1999, avec une trentaine d'oies. Donc il avait effectué ce trajet entre la Suède et une réserve naturelle en Allemagne. Depuis, il n'a pas pu réitérer ce vol. Non, il y a différents problèmes qui se posent, qui est déjà un problème politique, puisque les oiseaux n'ont pas de passeport, elles ne peuvent pas faire de demande de visa, et qu'on se heurte à une problématique administrative totalement insensée. C'est un problème migratoire. Qui font qu'effectivement, Christian a pu, en franchissant un petit peu la ligne rouge, on va dire, effectuer ce premier voyage, mais que si nous voulons le réitérer avec suffisamment d'oiseaux, avec une véritable ambition et envergure, il faut des autorisations qui sont très compliquées à obtenir. Et au-delà de ça, il nous faut ce genre d'initiative. J'ose croire justement que l'Europe va comprendre combien cette expérimentation est essentielle à la survie d'un certain nombre d'oiseaux migrateurs, parce que si nous arrivons à sauver cette espèce, ça ouvre la voie à la sauvegarde peut-être de beaucoup d'autres espèces en voie de disparition, d'oiseaux migrateurs. Bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a aussi un problème financier qui se pose, parce qu'une expédition
telle que celle-ci coûte cher. Et jusqu'ici, Christian n'avait pas réussi à réunir les moyens financiers. Qui vous a financé, là, Nicolas Vanier? Comment là, on est sur un film, donc on est sur la fabrication d'un film qui se finance avec les moyens usuels de financement. Mais là, on parle d'un projet autre qui va au-delà d'un film. J'espère que le film et la médiatisation qui va se faire autour du film va nous permettre justement de trouver les appuis politiques et financiers pour pouvoir... Et que certains ministères de l'Environnement seront là, parce que c'est leur fonction aussi, et leur vocation de vous aider. Oui, mais enfin, vous savez... Oui, je sais, et la bureaucratie. Juste un mot, Nicolas Vanier, moi, ce qui m'a fasciné, et dans votre roman, le film, on l'a pas vu, évidemment, on l'attend, on le verra en octobre, c'est quand même, dans cette histoire, le paradoxe, mais très beau paradoxe, c'est la technologie, et la nouvelle la technologie moderne, au service de l'environnement, là. Ce qui m'a beaucoup plu, effectivement, dans cette histoire, au-delà de l'expérience vécue dont on a parlé, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement déjà la transmission entre un père et un fils. Il y a l'histoire que je connais bien d'un homme passionné qui, mangé par sa passion, on oublie un certain nombre de choses essentielles qui font la grandeur de la vie, l'amitié, l'amour. Et effectivement, au-delà de tout ça, il y a la trajectoire de cet homme qui va tout donner, tout dépenser pour ce projet, où effectivement on a là quelque chose d'important qui est qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas ouvrir une radio, une télévision sans entendre dire, et c'est vrai, que l'homme est nuisible, qu'il est en train de détruire, et c'est vrai, notre petite planète. Et nous avons là l'histoire d'un homme qui raconte autre chose, qui raconte celle de quelqu'un qui se sert effectivement de la modernité, qui est la cause de tous nos maux, mais qui se sert de son intelligence aussi, de la modernité, pour effectivement sauver une espèce. Et je trouve qu'il y a là un beau message aussi optimiste, et Dieu sait si on en a besoin dans un monde qui est en train de se perdre, comme chacun sait. Et comme c'est, la modernité n'est pas que tout... Enfin, elle est, comme on dit, capable du meilleur et du pire. Elle est aussi capable du meilleur. En tout cas, c'est une superbe aventure. Et oui, André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Nicolas Vanier. On va continuer de parler de ce livre incroyable que j'ai adoré, Donne-moi des ailes. C'est un grand roman d'aventure, mais c'est surtout un cri d'alarme donc contre la disparition de millions d'oiseaux dans le monde. Et on évoquera bien entendu ses aventures dans le Grand Nord. En 35 ans, figurez-vous qu'il a parcouru quand même plus de 50 000 kilomètres en chien de traîneau. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Eh bien, encore une fois, avec Céline Alonso, nous continuons à discuter avec Nicolas Vanier, qui est un très grand voyageur du très grand Nord, et qui nous raconte cette histoire extraordinaire, vraiment extraordinaire, de ces oies qui suivent un ULM et de la manière dont tout cela s'est passé. Un livre qui vient de sortir, un film qui sortira en octobre. Et oui, un livre qui vient de sortir chez XO Éditions, et je veux rappeler que Nicolas Vanier a raconté ses aventures dans plusieurs livres, plusieurs films qui ont tous connu un immense succès, André Berkoff, parmi lesquels Le Chant du Grand Nord, L'Or sous la neige, Le Dernier Trappeur, Mémoire placée avec mes chiens, La Grande Course, L'école buissonnaire. Et donc ce livre qui vient de sortir, un film donc paraîtra dans les salles le 9 octobre prochain avec Jean-Paul Rouve et Mélanie Douté. Donc Donne-moi des ailes. Alors comment s'est passé le tournage de ce film, Nicolas Vanier? Aussi compliqué que passionnant, excessivement compliqué, parce qu'il s'agissait effectivement, avec tous les moyens assez extraordinaires que le cinéma offre aujourd'hui, d'essayer de voler au plus près des oiseaux, ce que nous avons fait, dans des pays aussi compliqués d'un point de vue météorologique et autres que la Norvège, la Laponie, d'où à où, tout ça avec des acteurs, avec toute une équipe, donc
un tournage très compliqué qui s'est effectué pour une partie en Camargue, ensuite dans différentes régions des Hauts-de-France, puis ensuite dans les fjords norvégiens, la Laponie, donc un itinéraire déjà absolument sublime, parce que ça soit la Camargue, certains paysages de Haute-France, la Norvège, c'est magnifique. Mais au-delà de tout ça, un film qui raconte une histoire, donc une problématique qui intègre des comédiens, une équipe de cinéma, des oies, un ULM, tout ça était très compliqué. Oui, vous avez tourné avec combien de doigts alors pour ce film? Nous avions deux groupes d'oies d'une vingtaine d'oiseaux qui ont donc été imprégnés, qui ont été élevés, qui ont été habitués, tout comme Christian l'avait fait il y a 20 ans, au bruit de moteur depuis leur plus jeune âge. Et quand je parle de leur plus jeune âge, c'est-à-dire qu'on leur a fait écouter déjà lorsqu'elles étaient dans la couveuse, le bruit du moteur, pour que déjà dans les œufs, elles commencent à s'habituer au bruit du moteur, qu'elles puissent le suivre ensuite. On a réitéré en quelque sorte pour le film l'expérience vécue par Christian il y a 20 ans. Ah, incroyable. Et donc c'est vous qui avez endossé le rôle du père, parce que Christian était considéré comme le père de ses oies. Dans le film, c'était vous? Alors, ça n'était pas moi, parce que moi, j'étais le réalisateur du film. C'est l'acteur. Mais c'était effectivement les acteurs du film qui ont endossé cet habit, qui est la robe de bure, la casquette, qui donne une image aux oiseaux différente de celle d'un être humain. Et donc, ils s'habituent à suivre cette image plutôt que celle d'un être humain. D'accord. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on dit toujours, vous savez que pour les humains, quand un enfant est dans le ventre de sa mère, on lui fait écouter de la musique, etc. Là, vous lui leur faisiez écouter le bruit du moteur. Le bruit du moteur de formidable. cet engin qu'elles vont ensuite et qu'elles ont suivi. C'est assez émouvant de voir d'ailleurs ces oiseaux s'envoler, suivre, se regrouper autour de ce papa qui est l'être humain avec son ULM, se poser, repartir. Je vous avoue que j'ai moi-même, avec Christian, volé avec les oiseaux, caressé les oiseaux en vol. C'est quelque chose d'absolument vous tendiez la main, ils étaient là, quoi. Oui. Et les oiseaux sont à 50 cm de vous, non? Même plus proche, vous pouvez les caresser et les oiseaux vous regardent, l'air de dire attention, parce qu'effectivement, si on les caresse en pesant un petit peu trop sur les plumes caudales qui leur permettent de se diriger, elles peuvent perdre l'équilibre. C'est quelque chose d'absolument époustouflant qu'on verra dans le film et que je raconte bien évidemment. Et justement, dans votre roman, ce qui est bouleversant, effectivement, vous racontez ce rapport entre le fils de votre héros Thomas et le rapport qu'il a aux oies. C'est vraiment bouleversant parce qu'on voit comment elles le regardent, comment elles l'observent, comment elles l'écoutent, comment elles font des mimiques en fonction de ses propres réactions. C'est vraiment bouleversant et étonnant. Oui, c'est vrai qu'on a eu... J'avais moi-même, et je me suis rendu compte que c'était le cas pour beaucoup de personnes, d'une image assez abstraite de ce que peuvent vivre, ressentir des oiseaux. C'est vrai qu'on a l'habitude d'animaux comme des chiens, des animaux de compagnie, des oiseaux, et notamment en vol. On vole pas avec des oiseaux. Et finalement, lorsqu'on vole avec des oiseaux aussi proches que c'est le cas dans cette histoire, vous vous rendez compte qu'il y a là toute une organisation. Les oiseaux se mettent les uns derrière les autres, s'entraident, se guident, jouent. C'est très étonnant de les voir. Il y a une communauté. De les voir jouer lorsqu'il y a des sauts devant. Enfin, tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est un animal assez extraordinaire et qui mérite d'être sauvé, parce qu'encore une fois, il faut le rappeler, les oiseaux dont on parle sont en train de disparaître. Oui, il faut parler évidemment de l'objectif environnemental. D'ailleurs, c'est votre prochaine mission, enfin, déjà votre mission. Juste un mot, juste une curiosité technique. À quelle vitesse faut voler pour que les oiseaux justement, soient... la problématique auquel l'ULM a répondu est que les oies volent à une vitesse d'environ 40-50 km/h. Et donc, on ne peut pas les suivre avec un avion ou un hélicoptère qui ferait du steak haché. Donc, voilà, ce qui a été imaginé, c'est de voler avec elle, avec un ULM qui est un oiseau, qui ressemble à un oiseau. Et on est d'ailleurs assis dans un siège en contact direct. On ressent le vent. Les oiseaux peuvent vous approcher, vous pouvez les caresser. Vous êtes un oiseau dans un ULM. C'est ça qui est extraordinaire. Vous êtes un oiseau, parmi les oiseaux. On peut dire que les oies sont de bonnes actrices, alors?
Les oies, elles font ce qu'elles savent faire depuis toujours, c'est suivre leur papa, leur maman, qui est là, un homme, et c'est très émouvant. Alors, le projet environnemental, Nicolas Vanier, parlez-nous-en. Il y a ce livre passionnant, Donne-moi des ailes. Oui, parce que parallèlement, effectivement, à cette fiction, vous montez une campagne avec la Ligue pour la protection des oiseaux, le Conservatoire du littoral, le Muséum d'histoire naturelle et le ministère de l'Éducation nationale. Alors, quel message, effectivement, lancez-vous auprès des jeunes ? C'est déjà, au regard du constat absolument déprimant d'aujourd'hui, avec cette disparition, c'est déjà d'alerter sur effectivement le fait que nous ne voulons pas, qu'il ne faut pas qu'un jour les printemps soient silencieux. Donc, oui, 400 millions d'oiseaux, vous avez dit. 420 millions d'oiseaux qui ont disparu du ciel européen. Il faut rappeler ce chiffre. Environ un tiers des oiseaux qui ont disparu en France, et surtout un accroissement exponentiel de la disparition des insectes et donc des oiseaux. Vous vous souvenez, tout comme moi, qu'il y a encore 20 ou 30 ans, lorsqu'on traversait la France en voiture au mois de mai ou juin, les pare-brises étaient maculés d'insectes. Aujourd'hui, vous pouvez rouler pendant 100 km sans avoir besoin de nettoyer votre pare-brise. Et là, en un seul instant, vous avez compris cette disparition dramatique des oiseaux, causée en grande partie par la vulgarisation des pesticides, insecticides. C'est donc une situation absolument dramatique. Et donc, effectivement, j'espère qu'au travers de ce film, au travers de cet amour des oiseaux que ça va provoquer, que nous avons tous de toute façon, il va y avoir un sursaut, mais nous parlons là, au-delà des oiseaux, aussi d'un problème bien plus vaste, qui est effectivement toutes ces causes dramatiques du réchauffement climatique, la disparition des ressources, et il faut véritablement aujourd'hui changer de cap, et donc c'est à cela qu'on va essayer de... Et Nicolas Vanier, vous l'aviez déjà senti dans vos voyages dans le Grand Nord, ça, le réchauffement climatique, etc. Il faut être totalement aveugle pour ne pas le ressentir et le voir. Il n'y a plus un être humain qui vive dans le Grand Nord qui aujourd'hui ne vive pas au quotidien les dramatiques conséquences du réchauffement climatique. Est-ce que vous avez songé à vous engager en politique justement pour sauver la faune sauvage ? Si, et j'ai été parfois tenté. L'expérience malheureuse de mon ami Nicolas Hulot m'en a dissuadé une fois de plus, parce qu'on se rend compte effectivement qu'on est dans des contraintes telles, à la fois politiques et financières, qu'on ne peut pas tellement faire avancer les choses. Et même le président de la République aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il annoncera ce soir, peu importe, ne peut pas grand-chose. C'est un problème mondial. Et un problème mondial, il faut des solutions mondiales. Et aujourd'hui, c'est ce défi auquel le monde doit répondre. Et la France, aussi engagée qu'elle pourrait l'être, elle ne l'est pas d'ailleurs totalement, elle ne peut rien seule. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le glyphosate, qu'on a soi-disant, on a reculé, tout le monde a reculé. Enfin, c'est... Oui, mais c'est tout à fait symptomatique du problème que l'on a. Imaginez qu'en France, tout d'un coup, vous interdisiez effectivement ce glyphosate dont les conséquences, etc., sont réelles. Vous mettez les agriculteurs dans une situation et un certain nombre d'économies en France dans une situation telle qu'on perd une grande partie de ce qui fait justement notre force aussi économique. C'est en cela que je dis que nous ne pouvons pas régler ces problèmes d'un point de vue franco-français et même européen. Il nous faut un consensus mondial. Ça a été le défi de la COP21, dont les résultats ont été très mitigés, on doit le dire. Mais encore une fois, c'est un problème mondial. Et à problème mondial, les solutions doivent être mondiales. Oui, mais vous avez raison, Nicolas Vanier, mais je vais vous dire, et c'est pas pour aller dans votre sens, c'est que la seule manière de faire, parce que sinon, chaque pays, vous le savez très bien, je ne parle pas de la Chine, de l'Amérique, de la Russie et autres, et de l'Allemagne avec ses centrales à charbon, chaque pays va agir en fonction de ses intérêts et à court terme. En revanche, je crois que les actions de commando, je ne dis pas qu'elles vont régler le problème, mais plus il y aura des actions de commando comme celle de votre héros, de vous-même, je pense que c'est ça qui va attirer l'attention à chaque fois. Vous croyez pas ? Écoutez, il faut de tout pour faire un monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, au regard du peu de temps qui nous reste, il faut définitivement arrêter de réparer la voiture avec des outils. Il faut changer la voiture. Et donc, c'est une véritable révolution auquel il faut
dans lequel il faut s'engager aujourd'hui. Et c'est vrai que les chiffres qu'on citait tout à l'heure, disparition des insectes, des oiseaux, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, sont excessivement inquiétants. C'est un véritable crime contre l'humanité qui est en train de se réaliser et s'opérer aujourd'hui, parce qu'on est en train d'occulter totalement la faculté de pouvoir vivre à nos enfants et à nos petits-enfants demain, parce que nous sommes en train de tout détruire, de tout épuiser. Et oui, en tout cas, aujourd'hui, Christian Moulec donc, continue son combat, parce que l'espèce est loin d'être sauvée, on est d'accord. L'objectif, effectivement, est de se servir de ce film, de ce cri d'alarme, de cette médiatisation qui va être faite pour essayer de sauver cette espèce, sachant que ce qui est important, c'est pas tellement de sauver cette espèce, même si cela est très important, c'est que ça sera aussi une porte ouverte pour pouvoir en sauver bien d'autres. C'est d'utiliser l'homme dans ce qu'il peut avoir de meilleur pour pouvoir effectivement aider plutôt que détruire. Et oui, merci Nicolas Vanier. Je rappelle que votre livre, donc Donne-moi des ailes, vient de sortir chez XO Éditions. Et rappelez aussi que toutes les 20 minutes, une plante ou un animal est rayé de la surface de la Terre, ce qui représente l'extinction d'environ 26 000 espèces chaque année. C'est vraiment effrayant, André Berkoff. Alors, on vous retrouve lundi à midi sur Sud Radio et vous serez donc comme tous les jours dans tous vos états. D'ici là, vous pouvez réécouter le podcast de cette superbe émission avec Nicolas Vanier, donc sur sudradio.fr, sinon sur le Facebook de Sud Radio ou sur YouTube. Tout de suite, c'est Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Donc aujourd'hui, il reçoit le chanteur Phil Barnet.